Et voilà, bonjour à tous pour cette nouvelle rencontre d'auteurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Laurence Ortega. Je suis coach d'auteur. J'accompagne les entrepreneurs et porteurs de projets qui désirent écrire un livre pour transmettre leur savoir, leur savoir-faire, leur expérience et faire connaître leur activité. Voilà, mon invité de ce midi est Emmanuel Evrard de Velp, qui est l'auteur du livre Osons la coopération. On peut peut-être le montrer on voit, oui, voilà, très très bien. Comment créer une entreprise qui fait sens. Donc, on va évidemment en discuter un petit peu plus longuement, à la fois du contenu du livre, mais aussi du parcours d'auteur d'Emmanuel. Le thème de la rencontre était d'oser s'engager, oser proposer un modèle différent de société. Comment on fait ça? Comment on garde la saine distance entre son sujet et soi? Comment on arrive à faire passer ses messages et comment chacun peut finalement, à sa manière, changer le monde en écrivant un livre, puisque pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que mon slogan, c'est Ensemble, nous ferons bouger les lignes. Donc, je suis évidemment toujours particulièrement heureuse quand je peux accompagner des projets de livres comme celui d'Emmanuel. Alors, peut-être, Emmanuel, pour commencer, je te laisse te présenter en une petite minute ou deux petites minutes. Je m'appelle Emmanuel Evrard, je suis marié, père de quatre enfants. J'ai un parcours qui a démarré un peu classiquement, même si je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout scolaire, donc ça a été un peu compliqué, mais j'ai fini quand même avec un diplôme d'ingénieur en poche. Et puis j'ai été de frustration en frustration dans mes relations humaines, parce que j'ai eu très vite accès à des chouettes responsabilités, que ce soit, j'étais dans le secteur de la construction, donc ingénieur civil et construction. Et puis très vite frustré des relations et de la manière dont ça se passait quand j'avais des responsabilités. J'ai un parcours d'extraterrestre, un peu comme ça que je le définis. Je me pose des questions sur la justice, sur le monde depuis que je pense. Je crois. Je suis né dans cette marmite-là. L'envie de transmettre aussi, et puis un événement de santé qui, à un moment, crée chez moi un grand questionnement et qui va initier mon parcours de développement personnel, qui va correspondre qui va me permettre de commencer à répondre à beaucoup de questions, à découvrir voilà, qui je suis, que j'ai des émotions, à quoi elles servent, que le lien est tellement important. Et d'ingénieur finalement de la technique, je vais devenir très vite un passionné de l'humain et de la technique humaine, parce que finalement, ça demande aussi des outils. Ça, je m'en suis rendu compte. Et puis voilà. Comme intro, ça te va, Laurence? Oui, ça va, mais peut-être explique ce que tu fais aujourd'hui. Donc, effectivement, accoucheur de porteur de sens. Pourquoi accoucheur de porteur de sens? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Qui es-tu à faire quoi exactement? Comment est-ce que tu les accompagnes? Alors, je ne sais pas, il y avait du grésillement sur ta dernière parole, mais je ne sais pas si ça vient de chez toi. Je Mais vais donc, couper les micros des autres au cas où. à un moment, je me suis rendu compte enfin, j'ai trouvé les qualités ou qu'est-ce que je pouvais faire du fait d'être extraterrestre. Et donc, ça me permet d'être en décalage sur beaucoup de choses, d'être en posture élevée sur des situations et amener un questionnement différent. Je me suis rendu compte dans les groupes où je travaillais, on me disait, mais il n'y a que toi pour penser comme ça. Et donc, j'amène des points de vue différents, j'amène des questionnements différents et j'amène de l'ouverture, en fait. Et donc, j'ai commencé à comprendre qu'être extraterrestre pouvait être avantageux dans certaines situations. Et j'ai commencé à m'amuser de mon extraterrestisme, donc, comment est-ce qu'on dit, je ne sais pas, de mon côté questionnant. Et puis je me suis rendu compte que j'avais cette capacité aussi de relier la vision, l'élévation et le côté très pragmatique terrain de l'ingénieur. Et donc ça m'a donné aussi cette force de ne pas arriver avec des grandes idées et puis débrouillez-vous, mais d'arriver avec des grandes idées et de dire voilà comment on va les mettre en œuvre et donc quelles sont les pistes et les stratégies que vous pouvez essayer de développer et d'accompagner ce genre de réflexion sans jamais vouloir m'imposer. Donc voilà. Donc aussi plus
concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, donc Emmanuel aussi, il est formateur, il est consultant, il est créateur de coopérateurs, il a lui-même sa propre coopérative avec forcément d'autres coopérateurs travailleurs. Donc, il a une longue expérience de terrain aussi dans le monde de la coopération. Et aujourd'hui, il accompagne principalement, peut-être pas que des coopérateurs, mais quand même beaucoup de coopérateurs à lancer leur coopérative ou à la faire tourner, améliorer, à faire justement ce que cette technicité humaine, comme tu disais, puisse fonctionner et être bien où il est. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai retenu et compris de notre année passée ensemble sur ce livre. Et c'était justement un des défis, parce que tu parles beaucoup de ta vision de l'entreprise, qui est la vision de l'entreprise 10.0. Et je me rappelle qu'on avait discuté en disant, mais est-ce que c'est une coopérative ou est-ce que ça va encore plus loin que la coopérative? Est-ce que tu peux peut-être un tout petit peu, voilà, pour ceux qui écoutent, qui connaissent pas nécessairement peut-être ce monde de la coopération, de la coopérative slash coopération en entreprise, quelle la distinction fais-tu entre le modèle de la coopérative et ton entreprise 10.0? J'ai d'abord envie de dire, voilà pourquoi j'ai eu besoin de Laurence, c'est parce que je me vends très mal, que j'ai des difficultés à me vendre, et que Laurence, une de ses tâches, c'est d'accompagner le bouquin, mais une de ses tâches aussi, c'est d'arriver à ce qu'on se vende mieux et à ce qu'on soit dans sa spécificité. Et donc, par rapport à la coopérative, moi, j'aime dire qu'en fait, la coopérative, c'est un statut, mais un statut ne fait pas l'entreprise et ne fait pas la culture d'entreprise. La coopération, pour moi, est plus fondamentale que la coopérative. Mais quand on réfléchit à la coopération, quand on accompagne des projets collectifs, quand on accompagne toute cette réflexion sur la coopération qui va créer une finalité partagée, qui va créer une gouvernance partagée et qui va créer toute une réflexion sur la propriété de notre projet et de tous les enjeux financiers, les spéculatifs, etc. Quand on est là-dedans, pour moi, euh, s'il faut mettre ça dans un statut qui convient le mieux, ce sera la coopérative plus que la société anonyme ou je pourrais dire l'ASBL, mais quand on est dans du commercial, la coopérative est ce qui reflète le mieux le projet coopératif. Maintenant, si les gens sont en société anonyme et qui viennent me trouver en disant on veut mieux coopérer, on peut faire de la très bonne coopération au sein d'une société anonyme, au sein d'une coopérative, au sein d'une ASBL, au sein d'une SRL, la nouvelle dénomination du code des sociétés actuelles. Donc, l'humain passe avant, la qualité du lien qu'on veut mettre dans son entreprise, c'est ça que j'accompagne essentiellement. Et quand il faut le sceller dans quelque chose, le graver dans quelque chose de statutaire, si on me demande quel est le statut idéal, je dirais que c'est la coopérative. Mais donc je vais au-delà de la coopérative dans le sens, pour moi, les statuts coopératifs aujourd'hui, même si grâce au nouveau code des sociétés, les coopératives doivent être d'esprit, coopératives d'esprit et plus simplement des entreprises avec un capital variable qui rassemblaient des Ernst Young, des gens comme ça avant, qui n'avaient pas du tout l'esprit de la coopération, mais qui étaient dans des coopératives pour avoir des avantages liés au statut simplement. Aujourd'hui, la coopérative doit avoir l'esprit coopératif. Et donc, ça vient renforcer l'idée de la coopération, mais ce n'est pas essentiel. Ok. Avec quand même des idées, enfin, en tout cas pour moi qui connaissais ce monde de l'extérieur, bon, j'ai bien des amis coopérateurs, je suis moi-même coopérateur dans quelques voilà, coopératives, mais de manière très voilà, distante, on va dire. Tu allais quand même assez loin aussi dans ce modèle, puisque tu allais jusqu'à effectivement le même salaire pour tous. Enfin, alors, c'est pas indispensable, mais en tout cas, voilà, tu accompagnes les personnes qui veulent aller jusqu'au bout de ce. Bon, forcément, il y a le modèle une voix, un homme, une voix, bon, que là, tout le monde connaît. On sait que le capital appartient aux travailleurs, etc. Mais ça allait quand même enfin, assez loin. Donc, moi, en tout cas, j'ai trouvé ce livre intéressant parce que. Euh, tu vas jusqu'au bout des choses et tu expliques que c'est possible, en fait. C'est pas une utopie. Et donc, il y a beaucoup de choses que l'on pense qui sont un peu de domaine de l'utopie ou des doux rêveurs. Et en fait, c'est possible. Et tu as déjà accompagné des coopératives qui vont jusque-là. Moi, en tout cas, tu en as visité et interrogé plusieurs, notamment cette coopérative italienne dont tu parles dans ton livre aussi.
Ce que j'ai trouvé aussi assez intéressant dans ton livre, puis après on retracera un petit peu ton parcours d'auteur aussi, mais je trouve que c'est intéressant que vous compreniez un petit peu la philosophie d'Emmanuel aussi, puisque c'est lié évidemment au sujet d'aujourd'hui. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi, enfin, on a pas mal discuté quand on a réfléchi à la structure de ton livre, parce qu'effectivement, il y a toute une partie du livre qui est consacrée aux documents statutaires. Alors on pourrait se dire, oh là là, pas envie de lire un bouquin où on parle pendant 50 pages des différents documents. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer, voilà, comment tu abordes cette partie-là et pourquoi tu as trouvé finalement important de passer en revue ces documents dans le cadre de ton livre? Mais en fait, ça a été dans le cheminement, hein. Ça fait partie des réflexions qu'on s'est, du ping-pong qu'on a joué un peu, et avec Vincent aussi, c'est de savoir comment intégrer ça pour que ce soit sympa. Et puis, souvent, tu me disais, mais Emmanuel, réfléchis à comment tu abordes ton accompagnement, finalement. Et pour moi, quand j'ai des gens qui viennent créer une start-up, créer une nouvelle entreprise, le- je pars des documents parce que les documents, finalement, ça va être l'occasion de graver certaines choses. Et quand je reçois trois jeunes femmes qui disent, tiens, Emmanuel, on a besoin d'un petit coup de pouce, et je leur dis, tiens, c'est sympa, ça vous êtes trois. Et quand il y en a une qui n'est pas d'accord, comment est-ce que vous décidez? Alors là, j'ai souvent des grands blancs. Je dis, ah, mais on est toujours d'accord. Je dis, oui, aujourd'hui, vous êtes toujours d'accord. Et demain, quand il y en a une qui sera plus d'accord, vous allez faire quoi? Et donc, et alors, ça permet de faire le lien avec les statuts qu'elle m'amène en disant, tiens, est-ce qu'on peut relire ça avec toi? Parce qu'on comprend bien pas tout ce qu'il y a dedans. Et donc, quand j'arrive à la partie gouvernance, conseil d'administration, et comment est-ce qu'on décide? Et là, on peut rediscuter de tout ça et on peut du coup, enfin, moi j'utilise vraiment les documents pour questionner et questionner à fond, le plus loin possible. C'est le contrat de mariage finalement des fondateurs, les statuts, et c'est vraiment l'opportunité. Et donc on est reparti dans cette idée-là de faire un peu comme dans mon accompagnement finalement, d'utiliser les documents, pas pour ennuyer les gens, mais peut-être vraiment les questionner et les confronter aux questions essentielles de leur fonctionnement demain. Et Donc, alors, vous le verrez aussi si jamais vous achetez le livre. Ben, je pense en particulier évidemment à Gabriel qui au début de enfin, au début ou en tout cas enfin, tu avais déjà lancé ta coopérative, mais en tout cas il y a toujours des choses. Bon, après, voilà. Mais ce que je trouvais bien, c'est qu'il y a aussi donc il y a ces 5 documents, parce qu'il y a les statuts effectivement, mais aussi le règlement d'ordre intérieur, la charte des travailleurs, la charte des valeurs de mémoire et le plan financier évidemment, le fameux plan financier que on veut souvent passer, pas à la trappe, mais on se dit oui, mais on verra ça plus tard. Ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement, tu présentes les différentes sections des documents, mais tu poses chaque fois, enfin, tu listes toutes les questions à se poser pour pouvoir les remplir. Donc, je pense que c'est vraiment un très bel outil, à la fois qui présente ta vision dans la première partie, qui devient beaucoup plus pratique dans la deuxième en partant des documents. Et puis, il y a cette troisième partie où là, c'est vraiment le vivre ensemble. Donc pour ceux qui ont déjà finalement peut-être déjà mis tout ça en place, et peut-être dire un petit mot sur cette troisième partie. mais donc, l'idée pour moi, d'abord aussi quand je traverse les statuts, il y a la théorie et puis il y a la pratique. J'essaie chaque fois de faire écho avec des expériences qui ont été vécues, des échecs ou des réussites que j'ai eues, parce que je pense aussi qu'on apprend beaucoup de ces échecs. Et puis, finalement, au global, l'entreprise, sa première finalité, elle est humaine. Et donc, les humains ensemble doivent bien communiquer, doivent décider sans se crêper le chignon. Et on ne nous a pas appris ça depuis la maternelle. On aurait dû nous apprendre à gérer nos émotions, nous apprendre à pouvoir aller au conflit sans en faire des guerres de tranchées, mais pouvoir simplement débattre de nos divergences de vues. Et donc, j'explique un peu tout ça dans le chapitre, dans la troisième partie. Enfin, essentiel de réapprendre, collaborer et à s'écouter, parce que la première manière, la chose la plus importante dans la communication, c'est l'écoute, à pouvoir affirmer nos divergences, parce que de la confrontation des idées vient l'unicité du projet, vient la force du projet, et je récupère pour le moment des projets qui ont été mal entamés simplement parce qu'une des parties ou une des tendances
ne s'est pas fait entendre. Et puis après 6 mois, 9 mois, ça devient insupportable de ne pas avoir été entendu. Et là naissent des crises où ils n'ont pas appris à débattre et ça devient vraiment des crises profondes et plus compliquées à gérer. Et donc pour moi, la troisième partie, d'ailleurs, on ne savait plus s'il fallait la mettre en deuxième, en premier. Enfin, les trois parties sont essentielles, mais c'est la troisième euh, qui me touche le plus dans le sens où je pense qu'elle fait partie de nos essentiels aujourd'hui. Ça fait partie de la boîte à outils de tout humain. Et c'est ce que les premiers lecteurs me renvoient, c'est qu'en fait, ce livre, il n'est pas que destiné à des gens qui se lancent, il est destiné à des gens qui travaillent aujourd'hui ou qui collaborent aujourd'hui et qui prennent conscience de certains outils, qui prennent conscience des questions, même si eux ne doivent pas refaire les statuts, le fait d'avoir relu ça, je disais, ah oui, mais nous, comment est-ce qu'on décide au fond aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on accueille la divergence de points de vue? Et comment est-ce qu'on écoute? Et donc, finalement, tout processus aujourd'hui collectif peut être intéressé par ce qui est apporté dans le livre avec une structure qui est effectivement destinée à des gens qui vont plutôt se lancer. Et ça, c'est on en avait discuté aussi. C'est un thème qui revient souvent dans les rencontres. C'est souvent les auteurs, quand on doit faire le choix du public cible idéal, il y a toujours cette petite peur de oui, mais je voudrais quand même pouvoir m'adresser à tout le monde, aussi bien ceux qui se lancent que ceux qui sont déjà en, en cours de route, etc. Et puis, en discutant avec Manuel, je me rappelle quand même qu'on avait eu cette discussion et que je t'avais un peu challengé aussi en disant, mais qui est-ce que tu préfères accompagner? Tu m'avais dit, je préfère quand même accompagner ceux qui se lancent. Donc, du coup, le livre a été plutôt construit pour les personnes qui se lancent, Aux oreilles, j'essaie d'avoir un bon son. mais je suis ravie d'entendre que finalement, et comme je le dis souvent, ça n'empêche pas que vous ayez un public privilégié, mais que pour lequel vous écrivez en premier lieu, mais ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres gens qui puissent finalement s'approprier le livre et y trouver quand même toute une série de pépites. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, et même dans des secteurs auxquels je ne m'y attendais pas. J'ai un ami avocat qui l'avait acheté parce que, bon, allez, ce livre Son était ami. quand même l'acheter. Et puis, il a été sur la table de nuit, puis il a commencé, il l'a terminé. Il était surpris lui-même de se dire, mais en fait, ça m'a intéressé. Donc, voilà. L'autre chose aussi que je pense qui était intéressante à partager, mais puisqu'il y a quand même beaucoup d'auteurs qui nous écoutent, c'est le fait aussi qu'effectivement, on a essayé de coller au plus près à l'accompagnement que propose Emmanuel, parce que d'abord parce que c'est souvent plus facile pour l'auteur de se connecter à ce qu'il pratique déjà, et puis aussi parce que c'est très souvent ce que le lecteur n'est finalement qu'un client qui n'a pas la chance d'avoir l'auteur en face à face, mais finalement, c'est la même démarche, il vient avec les mêmes questions, les mêmes envies, les mêmes interrogations qu'un client. Et si en accompagnement, vous pouvez apporter toutes ces réponses à vos clients ou vos patients, eh bien, il suffit d'essayer de coller dans le livre à la même structure, à la même approche. Et c'est vrai que pour moi, les trois parties de ton livre reflètent aussi tes trois postures. Dans la première, c'est plus le visionnaire, on va dire, l'idéaliste, on va y revenir, l'homme de militant, voilà. Dans la deuxième partie, c'est plus ta posture de consultant, finalement, qui pose les bonnes questions. Et puis dans la troisième, c'est plus ce rôle de facilitateur que tu aimes beaucoup aussi, de venir en entreprise et aller faciliter les discussions, les conflits, mais pas que. Aussi les prises de décision, la définition des valeurs et des missions comme celle-là. Donc, pour en revenir un petit peu au sujet quand même du jour, maintenant vous avez tous bien compris ben voilà, que Emmanuel est passionné, engagé, avec beaucoup de conviction. Euh, Peut-être adresser cette question de justement comment est-ce que tu as fait pour... voilà, je l'ai mentionné rapidement, mais c'est vrai qu'au début, il y avait pas mal de colère dans tes écrits. Comment est-ce que, voilà, maintenant que tu as un peu de recul sur cette aventure, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil un auteur ou une autrice engagée, passionnée, qui a envie de dénoncer un système en place voilà, pour trouver peut-être cette juste posture que tu as trouvée. Est-ce que tu peux un petit peu partager là-dessus Mais donc, déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça n'a pas été facile de trouver le ton juste par rapport à ça, au point qu'à un moment, enfin, tu es très bienveillante et à la fois tu dis les choses et à un moment, tu m'as dit, Emmanuel, ce que tu écris, je me souviens.
de ce jour-là. De quoi? De quel mot? Parce que tu as bougé, donc on n'a pas entendu le mot. Et quoi? C'est illisible. Ah, j'ai dit ça, moi. Tu as carrément dit ça, c'est illisible. Et tu ne m'as pas du tout cassé. Je t'encourage à aller jusqu'au bout de ton écriture. Écris, parce qu'il y avait trop de colère dedans. Tu m'as clairement dit que la colère était beaucoup trop présente et que du coup, ce n'était pas inspirant. C'était plutôt un une grande critique sociétale, mais c'était pas. Tu sentais que je voulais amener quelque chose de neuf et que j'étais pas dans le neuf, j'étais en train de casser l'ancien. Non, c'était ça. Et donc ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que tu m'as permis, tu ne l'as pas cassé, mais tu m'as dit, accueille, vas-y à fond, écris et laisse ça dans un tiroir et puis tu vas pouvoir amener ta vision et ce qui est essentiel. Ça, c'était une chose. La deuxième chose dans mon histoire, c'est que tu m'as dit, j'ai voulu commencer par la vision. Je pensais que c'était évident pour moi que la vision, j'allais l'écrire facilement, vu que je me considère comme un extraterrestre visionnaire, un peu philosophe, un peu tout, si vous voulez. Mais, je me suis dit, ça va être facile. Et en fait, je me suis rendu compte que entre imaginer qu'on a l'idée claire en tête et la mettre sur papier, c'était très compliqué. Et je me suis un peu embourbé là-dedans jusqu'à ce que tu reviennes vers moi et j'ai trouvé ça très chouette. Et tu m'as dit, écoute, laisse un peu ça de côté et va vers ce qui est facile pour toi, c'est-à-dire l'accompagnement. Et tu m'as emmené à la deuxième partie. Tu m'as dit, oublie la première pour le moment, va à la deuxième. Et là, j'ai commencé à prendre de l'assurance dans l'écriture parce que finalement, j'ai découvert la vie d'auteur, c'est un geste créateur et on a tous les doutes, à mon avis, de toute personne qui crée, c'est-à-dire est-ce que je suis légitime pour le faire, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, comment est-ce que ça va être accueilli. Donc j'étais pris par tous ces doutes. Et là, tu m'as permis, en fait, en allant dans la partie où j'étais le plus à l'aise et qui était facile pour moi, vu que c'était du quotidien, de prendre de l'assurance, de prendre confiance et après de revenir dans cette vision apaisée, confiant et d'avoir pu amener à ce moment-là quelque chose de positif là où je voulais emmener les gens plutôt que là où je voulais plutôt que de critiquer là où ils sont et casser cette société contre laquelle je me bats depuis longtemps. Mais l'idée n'est pas de mettre. J'ai compris aujourd'hui que j'avais plus envie de mettre l'énergie dans démolir l'ancien, mais j'avais envie de mettre de l'énergie dans créer quelque chose. Et ça, c'est grâce à ce que ça, ce sont les tips de l'accompagnement que tu permets grâce à cette vision extérieure, grâce à cette écoute et grâce à cette bienveillance, mais sans concession, qui permet à certains moments de réorienter ou d'encourager, d'arrêter. Tout ça est positif. En tout cas, moi, je l'ai bien vécu. En tout cas, le résultat est, on va en parler un petit peu, parce que tu disais que tu avais déjà eu donc, des premiers retours, bon, à la fois de ses amis qui sont tout d'un coup été pris par, malgré eux dans les lectures. Tu as eu aussi, je voulais souligner ça, parce que je trouvais que c'était aussi, tu as vraiment pris ce projet de livre à bras-le-corps, je pense, avec beaucoup de persévérance, parce qu'il y a eu pas mal de, de moments, peut-être un peu plus de découragement, on y reviendra. J'ai trouvé très chouette aussi que tu organisais ces rencontres. Donc, il y a eu une première. Peut-être que tu peux un peu expliquer déjà, le livre est sorti il n'y a pas très longtemps. Il y a quand même déjà eu plusieurs rencontres à la radio, etc. Comment est-ce que tu as. Parce qu'évidemment, quand on a un message aussi fort que le tien, c'est ça qui est intéressant. C'est de le diffuser. OK, il y a le livre, mais c'est d'utiliser le livre pour ouvrir des portes. Et comment est-ce que tu peux un peu raconter les différentes initiatives que tu as déjà mises en place et celles que tu vas mettre en place pour faire connaître le livre et ta pensée, du coup? Mais donc, à un moment, ce livre, il devient un peu un mythe pour l'entourage. Et à un moment, il faut se dire, allez, maintenant, il faut absolument le sortir parce qu'on en parle depuis finalement 2 ans. C'est quasi une aventure de 2 ans, un peu moins, avec des moments de découragement, effectivement, où voilà, il y a rien à faire. Il y a des moments où il faut le laisser de côté. L'énergie n'y est pas, les idées n'y sont plus. Il faut accepter qu'il y ait des creux. Et puis reprendre, y remordre dedans. Et donc, à un moment, il faut le sortir et là, on y arrive. Et puis, on se dit, bon, ben maintenant, faut l'utiliser, quoi. Et comme je suis en auto-édition, évidemment, j'ai pas une maison d'édition qui le diffuse partout.
Et puis, dans notre discussion aussi, ça a été une discussion aussi très intéressante, auto-édition, pas auto-édition, comme la volonté finalement, et je vais peut-être choquer certains auteurs ici, mais ma volonté n'est pas de vendre le livre, ma volonté est d'accompagner et de changer le monde. Et donc, l'idée, c'était pas un éditeur le mette dans toutes les librairies en vitrine et que je vende beaucoup de livres. L'idée, c'était d'aller toucher les personnes qui auraient envie de faire un accompagnement et qui auraient envie de changer le monde et de se laisser accompagner dans un changement. Et donc, je me suis dit, en fait, enfin, dans notre discussion, est apparu qu'il était essentiel que je prenne mon bâton de pèlerin et que j'aille vendre, pas mon livre, mais vendre mes idées et rencontrer des gens qui pourraient m'aider à placer le fait que, ah, mais l'auteur, vous savez, il est accessible et en plus, il est disponible et en plus, il adore faire ça. Donc, et du coup, je rencontre, et ça, c'est aussi une des belles aventures du livre, c'est qu'on rencontre des gens d'un secteur et d'un milieu qu'on ne connaissait pas. On rencontre d'abord des coachs d'auteurs, et puis on rencontre des relecteurs, et puis on rencontre des coordinateurs d'impression, et puis un imprimeur, et puis des libraires pour le moment, qui sont des gens souvent, parce que moi je vais évidemment vers des libraires qui ont l'affinité de la coopérative ou de la coopération, qui sont des gens pleins de belles idées, de belles personnes. Et du coup, très vite, ils disent, mais attends, on va faire un événement ensemble, ça vaut la peine de parler de ça. Et ça les touche, et du coup, se crée assez naturellement ce moment-là qui me passionne aussi. Comme je suis formateur, j'aime bien être confronté au groupe, j'aime bien l'idée du débat. Aujourd'hui, j'assume beaucoup plus mon côté extraterrestre qu'avant, donc j'aime bien ouvrir les idées et créer ouais, des ouvertures, des nouvelles pistes. Et donc, voilà, c'est un magnifique échange de bons procédés. Les librairies adorent qu'on parle d'elles. Et moi, j'adore qu'on parle de mon livre et de pouvoir diffuser mes idées. Et aujourd'hui, donc il est paru il y a plus ou moins un mois. J'ai ouvert 4 pistes déjà. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Il y a déjà une remise de prix. Donc, je me dis, voilà, le côté. Donc, ça marche, quoi. C'est vraiment une carte de visite Une d'une remise de prix, qualité. c'est-à-dire Pardon? une remise de prix, tu veux dire? Tu Je disais, n'ai pas compris. tu as dit, il y a déjà une remise de prix? J'ai déjà remis prix pour Ah oui, quelque chose. Donc, il y a une mission qui pourrait ok, s'enclencher d'accord. dès le mois de septembre. On va voir. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Mais ça veut dire que l'effet souhaité est là. Alors, on va me dire 4, c'est pas beaucoup, mais si 4 missions, c'est beaucoup, évidemment, pour un indépendant. donc, je suis déjà très content. Et un autre objectif dont on n'a pas parlé, dont on avait discuté, c'est que j'ai envie de retourner. J'aime beaucoup travailler avec les jeunes. J'étais animateur d'unité. Si je veux lancer des startups avec eux, c'est aussi parce que c'est les jeunes et je veux accompagner la nouvelle génération qui veut faire les choses différentes, qui veut bifurquer. Mais j'ai aussi envie de retourner à l'UNIF où j'avais fait des ateliers dans une autre école de commerce belge il n'y a pas longtemps. Et en fait, après mes 4 ateliers, on m'a dit, mais vous savez, monsieur Evrard, vous êtes un peu trop en avance sur ce qu'on enseigne ici. Et donc, j'ai envie, avec ce bouquin, de dire, allez, c'est le moment ou jamais, quoi. Il faut bifurquer aujourd'hui, pas dans 10 ans. Je ne suis pas en avance, je suis de mon temps, c'est vous qui êtes en retard. Et donc, j'ai envie, avec ce bouquin, de retourner dans ces hautes écoles et dire, faites-moi une petite place, s'il vous plaît. J'ai envie de parler aux jeunes. C'est une très très bonne idée. Mais tu as tout à fait raison, ça faisait partie de tes objectifs au départ. Il y avait cette fibre-là aussi vraiment de transmission. Ce que j'ai trouvé intéressant dans les événements qu'Emmanuel a mis en place, c'est donc son lancement, il l'a fait dans une coopérative évidemment, qui est une des coopératives qu'il met en avant dans son livre, qui en plus fait de la bière. Donc c'était assez sympa comme soirée, etc. Donc je vous invite aussi, comme on fait un événement de lancement, voilà, essayer d'essayer en tout cas de le faire de manière originale, en lien avec votre thématique, avec un partenaire, voilà, que c'est du sens, hein, puisque toi en plus tout ton livre tourne autour du sens. Donc je trouvais que cette première soirée était tout à fait euh, allez, comment dire, juste dans le ton et dans l'esprit. Bon, j'avais juste dû un petit peu rappeler Emmanuel aussi que c'était quand même un événement un petit peu professionnel. Il ne fallait pas juste dire aux gens de venir boire des bières, qu'il fallait le rappeler que c'était quand même une rencontre intéressante sur un sujet d'avenir et tout. Donc, on avait un petit peu rigolé parce que l'invitation au début était tellement chaleureuse que on oublie un peu qu'il y avait quand même un auteur et un vrai livre avec un sujet derrière. Bon, je te taquine, mais voilà, mais c'était très chouette.
Et puis ensuite, tu as eu cette interview à la radio, qui est quand même une belle opportunité aussi. Je sais pas si tu as eu des retours, s'il y a des gens qui t'ont dit qu'ils t'avaient entendu, ou après, on ne sait pas toujours mesurer ça, évidemment, mais Mais ça, c'est le retour direct, c'est que du coup, quand on est auteur, au début, on vend des livres aux gens qu'on connaît. Et puis, à un moment, on commence à vendre des livres à des gens qu'on ne connaît pas. Parce que comme il y a une plateforme, une librairie en ligne, on voit qui achète. ouais, On se dit, ah, j'ai vendu un livre à Tournai. Oh, j'en ai vendu un à Mons. Oh, il y a des demandes à Namur. Et là, on se dit, ah, il y a quand même quelque chose qui commence à circuler. Et ça a été surtout à partir de l'émission de la. ouais, ouais, Et donc, il n'y a rien à faire. Ce sont des opportunités qui nous sont offertes. Et c'est un donnant-donnant parce que eux sont demandeurs de thèmes. Hein. C'était avec Véronique Thibérien pendant ce premier. Ils sont demandeurs de thèmes. Et là, j'ai eu l'opportunité d'aller présenter mon bouquin avec une super conclusion de Véronique qui me dit oh, ben ça, on va sûrement se revoir. Donc, j'attends les prochaines invitations. Mais donc là, vraiment, on a la possibilité de toucher très large sans devoir mettre une grande énergie. Et donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. ouais. Et le bonheur de vendre des livres à des personnes qu'on ne connaît pas. Oui, j'ai entendu ça Il de se passe plusieurs quelque chose là. des auteurs qui disent qu'ils le voient, même ceux qui vendent en ligne sur leur site, par exemple, voient qu'après l'émission, il y a vraiment dans l'heure qui suit des ventes. Donc clairement, c'est des auditeurs qui se disent, bon, allez, il m'a convaincu, ou il m'a intéressé, ou il m'a intrigué. Et alors ensuite, le troisième événement que tu as fait, c'était en librairie. Alors là, tu disais, tu étais un petit peu déçu du peu de nombre de personnes, mais en même temps, c'est déjà bien qu'il y ait du monde tout court, parce que faire venir les gens en librairie quand on n'est pas auteur de romans, etc., à succès, c'est pas toujours évident. Peut-être un petit mot sur cette librairie très chouette, puisqu'il y a quand même pas mal de Belges qui nous écoutent aussi. Donc, la librairie Quartier Libre. Oui, oui, Quartier Libre je crois, est la première librairie coopérative en Belgique. Et donc, déjà, il a un milieu, on sent tout de suite, la personne qui l'a amené, lui, était d'une qualité de débat, de société, évidemment très intéressante. Et, euh, et c'est clair que quand on est pendant 2 heures comme ça, on parle un peu de son bouquin. Et alors là, je vais donner un conseil aux auteurs, parce que je me suis quand même fait un peu avoir par Quartier Libre. C'est qu'on ne s'était pas assez ajusté au début. Et en fait, c'est quelqu'un qui est dans le débat. Il a amené plein d'idées. On a parlé plein de trucs, mais aussi plein de trucs qui n'avaient rien à voir avec mon bouquin. Et en fait, je me suis rendu compte après, mais je pense que les gens, ils ne savent pas ce qu'il y a dans mon bouquin. En fait, on n'a pas pris le temps de présenter le bouquin vraiment. On est tout de suite parti dans nos débats d'idées, deux passionnés, deux utopistes. Je me suis dit, la prochaine fois, ça, je conseille aux auteurs qui écoutent ici, c'est vraiment de dire, au début, il y a un moment où il y a minimum pendant 10 minutes, un quart d'heure, il faut pouvoir faire son bouquin. Et après, on va partir dans les idées et ça va, et on va se passionner, on va faire des débats. Effectivement, les 2 heures ont été passionnantes, mais après, je me suis dit, je ne suis pas sûr que les gens savent exactement, s'ils achètent mon livre maintenant à la fin, je ne suis pas sûr qu'ils savent ce qu'il y a dedans. C'était donc quand ça même ne va pas. une erreur Après, de casting. c'est intéressant quand vous organisez ce genre de rencontres en librairie, etc. C'est effectivement l'idéal, c'est d'avoir une tierce personne, enfin, d'avoir une personne qui vous interviewe. Ça, c'est en général un peu comme on fait ici maintenant, parce que ça permet de bien centrer le débat et d'éviter juste, enfin, de centrer sur l'auteur quand même et son livre et d'éviter que ça parte dans tous les sens, quitte à laisser enfin pas quitte à, mais en laissant un temps questions-réponses dans lequel on va arriver. Je vais regarder un petit peu, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat, puis je vais vous laisser poser vos questions. Mais vous ne devez pas non plus hésiter à demander alors les auteurs enfin, le font. Bon, samedi, moi, j'étais pas disponible. J'aurais été disponible. J'aurais proposé peut-être au libraire, s'il était d'accord, parce qu'il y a des libraires qui veulent pouvoir animer eux-mêmes la rencontre, mais de jouer l'intermédiaire. Mais c'est vrai que ça, n'hésitez pas, si vous avez quelqu'un, voilà, dans votre entourage qui est assez à l'aise avec ça, de venir avec quelqu'un qui vous interroge pour éviter effectivement que ça parte dans une direction, voilà, et que finalement on oublie de vous mettre quand même un petit peu à l'honneur. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est une piste qu'on a soulevée avec Emmanuel, je ne sais pas si ça va se faire ou pas, mais pour une autre librairie qui est un petit peu plus grande à Bruxelles, qui s'appelle L'UOPC. l'UOPC, qui avait encore une image extérieure, le C est de catholique, je pense, mais qui essaye vraiment de changer complètement son image de marque et d'animer énormément de débats et de rencontres. J'avais aussi soulevé l'idée avec Emmanuel de faire une rencontre croisée.
Donc n'hésitez pas non plus quand vous avez envie d'organiser des événements à la sortie de votre livre, de réfléchir à faire intervenir d'autres personnes, voilà, complémentaires à votre expertise ou en miroir. Voilà, j'avais dit Manuel, ça peut être quelqu'un d'autre qui réfléchit sur l'entreprise comme toi, ou ça peut être un romancier dont l'intrigue se passe au sein d'une entreprise où rien ne va. Enfin, peu importe, mais ça permet de multiplier, enfin, euh, d'avoir des gens qui vont venir vous écouter, qui sont en fait qui viennent pour l'autre. Mais Oui, et du coup, ça multiplie votre audience, ça multiplie les canaux de communication. C'est beaucoup plus gai pour vous. Vous n'avez pas tout le temps l'impression de répéter la même chose. Il y a des échanges. Pour le libraire, c'est le même boulot et il vend plus de livres en général. Donc ça aussi, ça peut être une piste que je trouve intéressante que tu es en train d'exploiter pour septembre, je pense, si je me souviens bien. Je ne sais pas si ça se concrétise, mais je le vois demain, donc je te dirai la date bientôt. Et il faut bien comprendre pour l'auteur, ce qui est super intéressant quand on organise ça, c'est que le libraire, il crée l'événement dans sa librairie. Et du coup, moi, j'ai eu, et je l'ai encore, la vitrine avec 20 de mes bouquins, chaussée d'Alsenberg. Et donc, tous les gens qui passent dans ce quartier commercial voient mon bouquin pour le moment. Et donc, il y a quelque part une visibilité qui est créée dans la librairie en lien avec l'événement, avant et après, qui est évidemment positif pour l'auteur et pour le ouais. c'est chouette. Donc, on va voir. Mais j'attends les résultats des ventes après. Et à la fois, comme je dis, si j'ai pas de vente, mais que j'ai quelqu'un qui vient me trouver en me disant j'ai un projet, est-ce qu'on peut en discuter? Sans compter les personnes qui vont peut-être se mettre en réflexion en lisant ton livre, en parler. Voilà, il y a des idées fortes aussi. Et on ne sait pas toujours. Moi, je dis toujours qu'on change le monde. Enfin, moi, j'ai la conviction profonde que les auteurs changent le monde, mais qu'on fait vivre au lecteur une transformation. Après, enfin, j'en parle beaucoup dans mon deuxième livre qui vient de sortir, cette transformation du lecteur. Mais on ne sait évidemment jamais la mesurer. Et puis, on n'est pas responsable de cette transformation non plus. Mais il peut y avoir un déclic, quelqu'un, j'en sais rien, simplement qui en lisant ce livre se dit, tiens, mais si on faisait une charte des valeurs au sein de l'entreprise, et ça, tu ne le sauras jamais. Donc, c'est aussi la beauté et la limite du livre, c'est qu'on a un impact qu'on peut voir directement, ok, on a des ventes de livres, mais qu'est-ce que les gens vont en faire? Qu'est-ce qui va se passer dans leur petite tête? Est-ce qu'ils vont se mettre en action? Est-ce qu'ils vont prendre des décisions? Voilà, c'est difficile à mesurer. Mais Donc, ça, on ne sait pas mesurer. Enfin, ce qu'on peut mesurer, c'est par exemple quelqu'un qui a acheté le livre et puis qui en rachète trois. On dit, ah, il y a quelque chose qui lui a plu et maintenant il a envie de le partager. Ça, c'est ouais. chouette. Alors, je vois maintenant un petit peu les messages. Donc, Marie-Clotilde qui réagissait en disant bienvenue dans le club des extraterrestres. Gabriel qui disait nous sommes des terrestres extra. Qui avait voilà, ne pas écouter Monsieur De Croo qui invite à ralentir le mouvement pour les changements climatiques, mais plutôt manuels. Emmanuel, Premier ministre. Et puis Fabienne qui disait je t'invite à devenir expert Venture Lab. Alors peut-être Fabienne, je te laisse euh, Oui, commenter exact. là-dessus. Écoute, moi, je travaille comme coach au Venture Lab, donc j'accompagne des étudiants ou jeunes universitaires ou issus des hautes écoles diplômés depuis moins de 2 ans à Liège et Luxembourg qui veulent créer leur entreprise. Donc, il ne s'agit pas des mini-entreprises jouets, c'est vraiment créer une entreprise. Et le modèle coopératif est assez bien étudié et peu utilisé. Parce que dans le choix de... Bon, d'abord, il y a pas mal d'étudiants qui arrivent à plusieurs pour créer leur société. Et puis, il y a pas mal de réflexions sur le type de société à adopter. Et donc, on est 15 coachs mentors. Il y a un staff de plus jeunes de 7-8 personnes. Et il y a un réseau d'environ 180 experts qui offrent jusqu'à 4 heures gratuites par projet. Et puis, qui, on l'espère, vont avoir du travail après. Mais donc, à la fois pour ton credo sur changeons le monde, sachant que le Venture Lab est très orienté changeons le monde. Donc, cette année, c'est notre année durabilité. On est en train de vivre l'expérience de The Week. Si vous connaissez The Week, c'est quelque chose de très puissant.
sur comment on peut faire pour sauver la planète en quelques années, en fait. Et bref, donc je t'inviterai à reprendre contact avec moi parce que je crois que à la fois et en plus il y a des mentors qui ont eux-mêmes créé des coopératives comme Histoire d'un grain par exemple du côté de Verviers au Bel et qui pataugent un peu parfois dans le modèle et puis comme tu dis dans toutes les entreprises à un moment c'est l'humain qui c'est la communication entre les humains et la gestion des émotions qu'on ne nous a pas apprises qui peut poser problème et voilà. Donc c'est juste une suggestion, c'est de devenir expert au Venture Lab de la question est-ce que je choisis la coopérative comme forme de société pour lancer mon entreprise? Très chouette. Bah, écoute, magnifique. Je trouve que c'est une bonne. Je vous laisse reprendre contact en dehors de la rencontre. Merci beaucoup, Fabienne. Je vois aussi Marie-Clotilde pose la question, enfin deux questions, mais une qui est tout à fait dans la thématique de la rencontre, qui est devenue finalement cette colère. Qu'est-elle devenue et comment s'est-elle transformée? Mais j'en ai gardé le meilleur, c'est-à-dire l'énergie, pour présenter mon modèle, en fait. Je pense que la colère, elle amène cette énergie de vouloir changer les choses. Et donc, connecté à cette énergie, j'ai sorti un livre en 2 ans de temps, en étant indépendant, en continuant à vivre à côté, avec une famille, 4 enfants. Donc, je crois que c'est ce qui m'a porté jusqu'au bout, plus l'aide évidemment de Laurence et Vincent, qui étaient soutenants aussi, et accompagnants, et qui accueillaient les pointes d'accélération et les points bas avec beaucoup de bienveillance. Donc, je crois que c'est vraiment l'énergie que j'en ai gardée. Et alors, la deuxième question? Et la deuxième question, c'était plus, on en a un tout petit peu parlé, c'est peut-être un peu large comme question. Enfin, quels sont les principaux avantages de séduction d'une coopérative par rapport aux autres types d'entreprises? Mais c'est un petit peu tout le sujet de ton livre. Maintenant, si tu peux le dire en quelques mots, mais Ben oui, séduction, parce que changer le monde, si on le fait comme vous disiez par la colère, ça marche pas. Donc Non. il faut attirer, il faut séduire, et c'est ça qui est difficile en fait. Donc en quelques mots, quels seraient les mots-clés? Le mot-clé, c'est vraiment la finalité tournée autour de l'humain et supprimer, et donc une gouvernance qui est vraiment une gouvernance qui rend les gens autonomes et rend les gens adultes. C'est vraiment, je trouve que le système de contrat de travail actuellement déresponsabilise les gens et voilà, ne permet pas à chacun de prendre vraiment sa place dans la société. Et puis, il y a tout l'enjeu les enjeux financiers qui viennent pourrir beaucoup de choses. Si je lis le salaire et la responsabilité, je vais avoir des gens qui vont vouloir monter au-delà de leurs compétences simplement parce qu'ils veulent gagner un peu plus. Et puis on se rend compte aujourd'hui que l'incompétence est au sommet de nos organisations parce que attirée par l'argent. Et donc, comment rémunérer différemment, comment mettre des enjeux financiers qui soient justes et équilibrés et qui ne créent pas de problèmes à long terme. C'est tous ces enjeux-là qu'on va discuter. En très résumé, hein, parce que là, je résume 271 pages en 3 phrases. moi, ce que j'aurais dit, c'est pour moi, je pense que l'argument de séduction, parce que tu as raison, Marie-Clotilde, c'est l'opposition pour ne pas faire anti et dire ils sont pas, on va ils sont déresponsabilisés, on va les responsabiliser. Pour moi, c'est vraiment cette idée de coopération. Je crois que le, le moteur central, motivant, inspirationnel, séduisant de la coopération, c'est qu'on va faire ensemble. Ouais. Et je pense que ça parle beaucoup aux jeunes, ça parle d'ailleurs beaucoup à notre génération aussi de plus en plus. C'est plus je suis engagée par quelqu'un qui va me dire ce que je dois faire et je vais pouvoir décider, être acteur. En fait, on parle de plus en plus de redevenir acteur de sa vie, de sortir de la victimisation, enfin, en termes de développement personnel. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus dans. Enfin, c'est même pas l'air du temps. Enfin, en tout cas, les êtres humains sont en train de se rendre compte que
ils ont plus de pouvoir qu'ils ne le pensent. Et je pense que pour moi, le côté séduction, c'est ça. C'est que contrairement à un modèle de société qui est créé par un fondateur qui ensuite va, entre guillemets, imposer sa vision, ses idées, etc., je trouve que le modèle de la coopérative fait que on le crée tous ensemble. Mais dans les deux sens, on partage aussi du coup le travail, l'énergie qu'on va mettre dedans, l'effort, les décisions, les conflits, l'argent. Donc voilà, il y a évidemment le revers de la médaille, mais pour moi, c'est vraiment ce mot, osons la coopération. Je pense que dans le mot coopération, il y a, il me semble, Et c'est ensemble en donnant la puissance à chacun de faire les choses. Parce que si on doit tout décider ensemble, la couleur du papier toilette, etc., ça va plus et on le sait bien. Donc c'est ça qui fait peur quand les gens me disent oui, mais j'y crois plus à la coopération. Moi j'ai essayé, mais on passait des heures en réunion à devoir tout décider. Non, l'idée justement, c'est de donner la puissance et que le pouvoir soit là où il est le plus efficace et de faire et d'avoir quand même une vision commune, d'avoir le plaisir d'être ensemble, de travailler ensemble et de développer un projet ensemble. Parce que grâce à la diversité, on va être beaucoup plus fort et beaucoup plus, avoir beaucoup plus de compétences, beaucoup plus d'idées, beaucoup plus qu'on pourra faire de beaucoup plus belles choses. Mais ne soyons pas tout le temps ensemble, ça devient invivable et irrespirable. Donc c'est cette dualité, la puissance pour de chacun chacun. et la coopération. Très bien comme idée, ça à garder quand... Pardon. à garder comme réponse quand on te pose cette question, c'est bien cette idée de tous ensemble avec la puissance de chacun. Alors, il y a Gabriel qui pose la question. Alors, attends, il demande est-ce que tu fais tes accompagnements avec d'autres professionnels qui maîtrisent les sujets de coopération, mais aussi de communication consciente, etc. J'aimerais créer une coopérative qui va dans les entreprises avec de multiples compétences et avancer avec des personnes qui comprennent ce nouveau modèle d'entreprise que tu décris. Et il précise que lui aussi voit que la coopération responsabilise et élève toutes les parties prenantes. Les salariés ne sont plus considérés comme des enfants qui attendent le biberon, mais comme des adultes entiers responsables qui travaillent ensemble pour créer une œuvre commune. Mais Gabriel aussi, peut-être, Emmanuel, je vous invite à échanger vos coordonnées peut-être après la rencontre, puisqu'effectivement, comme je te disais, Emmanuel, Gabriel essaye est en train de monter une coopérative, mais de consultants, conseillers qui iraient en entreprise, voilà, aider les dirigeants et les startups, et enfin toute une série d'entreprises à travailler mieux ensemble. Et donc, il est à la recherche aussi d'experts. Je ne sais pas si c'est le mot que tu donnerais, Gabriel. C'est plutôt des experts, des professionnels que tu cherches, des consultants, c'est assez large. Ben, ça dépend de ce que la personne a envie de faire, en fait. Moi, en ce moment, je cherche des personnes qui auraient envie d'être piliers dans cette coopérative et de construire en gros un vaisseau dans lequel d'autres pourraient rentrer plus tard. Parce que la manière dont j'ai envie de travailler avec les autres personnes, c'est en gros de mutualiser tout ce qui est communication, gestion commerciale, par exemple, aller signer des contrats dans les entreprises, élargir le périmètre des entreprises qu'on va viser pour toucher des entrepreneurs qui ne comprennent pas ce qu'est la coopération, mais qui voient qu'ils ont besoin de changer quelque chose dans leurs entreprises, que les salariés fuient et qu'ils n'arrivent pas à en recruter de nouveau. Et du coup, créer une coopérative qui a cette compétence, qui rassemble plein de professionnels qui ont ces compétences et qui comprennent en gros fondamentalement comment on veut fonctionner. Et qui aillent dans ces entreprises qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, mais qui sentent qu'il y a besoin de changer quelque chose. Un beau projet aussi. Alors, je vais... Discutons-en. Comme ça? Discutons-en. Ouais. Avec plaisir. Alors, je vais vous remettre les coordonnées ici dans le chat du site d'Emmanuel, sur lequel vous avez et ses coordonnées. Donc, c'est OCOOP, donc pour Osons la coopération, O et puis COOP.be. Et vous trouverez à la fois le livre, ses coordonnées, ce qu'il propose comme service. On arrive tout doucement au bout de cette
rencontre. Oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je regarde s'il y a des petites mains qui se lèvent ou pas. Je vois que Véronique nous a rejoint aussi. Les deux Véroniques, ah super, je ne vous avais pas vu arriver. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non, je pense que non. Moi, en tout cas, Emmanuel, j'étais ravie de te recevoir pour cette rencontre. Je pense que ce que moi je retiens de cette rencontre, c'est j'ai bien aimé ce que tu expliquais par rapport à l'importance. Voilà, si on veut faire bouger les choses, ben, écrivons un livre. Espérons évidemment que notre livre soit lu par un maximum de monde, mais allons aussi, utilisons le livre pour aller porter cette bonne parole. Voilà, et je pense que finalement, on a touché pas mal de sujets dans cette rencontre, mais j'en retiens aussi, ben voilà, aller en librairie, aller faire des exposés, aller parler à des audiences de votre sujet. Moi, je dis souvent, c'est difficile d'aller en librairie avec un livre en autopublication. Ben non, voilà. De nouveau, c'est une croyance, Emmanuel, ben, il est allé. Ils nous ont dit, ben oui, venez. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile quand on est en autopublication d'être diffusé dans toutes les librairies. Mais par contre, toutes les actions individuelles qu'on prend sont porteuses. Et je pense que, ben, comme tu disais, tu as transformé cette colère en moteur et en énergie. Et c'est cette belle énergie qui fait que ben, tu es invité à la radio, tu es invité en librairie et qu'il y aura d'autres rencontres, j'en suis sûre, tout au long de l'année 2023 et dans les années à venir. Et j'espère pour toi à l'université aussi, ce serait vraiment une belle consécration. Merci. Moi, j'ai envie de dire en mot de conclusion que c'est le chemin important finalement. Donc, c'est vrai que je porte une utopie et elle fait souvent peur, mais je dis aux gens, mais l'essentiel, c'est pas d'atteindre l'utopie, l'essentiel, c'est de se mettre en chemin, un chemin qui va permettre de changer nos relations et de vivre plus de plaisir au travail simplement parce que je peux y amener toute ma puissance et elle a du sens et je peux vivre toute cette coopération qui est tellement riche et tellement positive à vivre, quoi. Donc, c'est vraiment d'abord une invitation à se mettre en chemin et ne pas, je ne veux pas faire une planète d'utopistes. Je pense que si on était tous utopistes, ce serait pas très drôle. En guise de conclusion. Et un immense merci, Laurence, parce que c'est aussi grâce à toi que ce livre est là aujourd'hui, présent sur cette planète. Ben, j'ai eu beaucoup de plaisir à t'accompagner en tout cas. Je vous souhaite à tous une très très belle après-midi et les rencontres reprendront en septembre. Alors on aura une rencontre sur la santé, redevenir maître de sa santé grâce à un rituel de 7 minutes par jour. Et puis on aura une rencontre autour de l'allaitement. Donc on est plus dans le domaine de la santé à partir de septembre. Mais vous recevrez toutes ces informations en temps utile si vous recevez la newsletter. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi et à très bientôt. Merci pour votre présence. Bon après-midi.